Voilà, bah, écoutez, pour tenir le timing qui est le format des matinales, je vous propose de démarrer. Bonjour et bienvenue à tous pour cette première session. C'est avec grand plaisir que nous lançons aujourd'hui la première session, les matinales de la VAC. Il s'agit d'un nouveau type de communication autour du cordome. Comme je m'étais engagé quand on vous avait présenté lors de l'Assemblée générale de l'association en décembre dernier. L'événement, les matinales de la VAC a été pensé sous un format qui permettra d'aborder des thèmes variés et autour du cordome avec un expert invité, une session en ligne de moins d'une heure avec un exposé de 30 minutes suivi de la séance de questions-réponses d'une vingtaine de minutes. Et ce format doit permettre au plus grand nombre de participants d'être présents. Notre objectif autour de cet événement, c'est de mieux informer les patients, leurs familles et les aidants sur la maladie, ses traitements et sur comment vivre avec une maladie chronique. Si le format de ce pilote que nous ouvrons aujourd'hui vous convient, alors nous irons plus loin. Nous travaillerons et nous avons déjà travaillé même sur un cycle pour l'année 2021 autour des sujets que vous nous remonterez et on y viendra au moment de la conclusion sur ce point-là. Aujourd'hui, nous vous proposons le thème la récidive, risques, symptômes et traitements avec le professeur Sébastien Frolich, qui est chef du service de neurochirurgie de l'hôpital Lariboisière à Paris, qui est également président du comité de la base du crâne au sein de la Fédération mondiale des sociétés de neurochirurgie. Et le professeur Frolich est particulièrement impliqué dans le traitement et dans la recherche autour du cordome. Aujourd'hui, nous sommes il y a exactement 66 inscrits à cette session et le nombre de questions reçues, nous avons reçu plus de 100 questions, montre combien le sujet de la récidive est important pour un patient atteint du cordome. Oui, c'est vrai, parler de la récidive n'est pas un sujet facile, surtout à distance. Nous sommes tous dans des situations très diverses. Certains d'entre nous sont dans une phase de diagnostic ou en cours de traitement, qu'il soit chirurgical ou de radiothérapie. D'autres ont été soignés déjà et se portent bien, et d'autres ont déjà eu une récidive. Nous voulons, au travers de cette matinée, avoir un discours vrai, mieux comprendre cette étape, moment difficile à vivre et à accepter dans la vie d'un patient, pour mieux l'appréhender. Tel est l'objectif de cette session aujourd'hui. Professeur Frolich, un très grand merci d'être parmi nous aujourd'hui et c'est pour nous un grand honneur que vous soyez notre premier invité expert au matinal de la VAC. Vous avez le micro pour nous parler de la récidive des cordomes pendant 30 minutes et ensuite nous aurons 20 minutes d'échange avec les participants qui s'adresseront à vous directement via le chat sur Zoom. Et en raison du nombre élevé de participants, on ne peut pas avoir un accès direct, sinon le format risque de ne pas être respecté en termes de timing. Pour vous, les auditeurs, c'est important que vous coupiez votre micro pour éviter toutes les interférences et également pendant les échanges avec le professeur Frolich, également votre caméra pour que tout le monde ait une meilleure bande passante. Ensuite, pour poser vos questions, donc vous avez directement la possibilité de le faire via le chat en direct. Ce qui est important, c'est que vos questions soient courtes et d'intérêt général et bien évidemment en lien avec le thème qui est abordé aujourd'hui, c'est-à-dire la récidive. Veillez à ne pas décrire des situations personnelles. Ce n'est pas une consultation médicale avec le professeur Frolich, c'est un débat, un échange que nous avons. Donc ça, c'est important. Et si vous avez un problème, vous avez l'adresse mail d'Abdesamad qui est en support technique. Voilà, donc professeur Frolich, c'est à nous. On va démarrer sur
les différentes questions que nous avons reçues des nombreux auditeurs. Alors, professeur Fröhlich, un grand nombre de chordomes se développent après un traitement initial. On parle alors de récidive. Pouvez-vous nous parler des différents types de récidives et également préciser si la croissance de la tumeur est généralement plus rapide et plus sévère que la première fois? Tout d'abord, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir proposé cette session. C'est pour moi un plaisir d'être ici. Je vois beaucoup de visages familiers parmi les participants. Donc, je vais essayer de répondre à vos questions le mieux possible et aux questions des participants. C'est vrai que la question de la récidive est un sujet assez difficile dans les chordomes parce que c'est une des caractéristiques de ces tumeurs. C'est ce qui la rend difficile à traiter, difficile à guérir, c'est cette tendance à récidiver localement. C'est ce qu'on craint quand on opère, quand on traite un chordome. Et c'est ce qu'on essaye d'éviter dès la première intervention chirurgicale en essayant d'obtenir une exérèse complète parce qu'on sait que c'est ça qui peut diminuer le risque de la récidive. C'est aussi la raison pour laquelle on irradie à des doses relativement fortes avec des techniques très particulières parce que c'est une tumeur assez radiorésistante. Hamid Mamar est là, je crois qu'il pourra en dire deux mots enfin intervenir s'il le souhaite sur le sujet de la radiothérapie. Mais voilà, c'est une tumeur sur laquelle il faut taper assez fort d'emblée, justement pour éviter ce problème de la récidive. Quand il y a récidive, effectivement, la situation est plus délicate qu'initialement parce que la guérison est plus difficile à obtenir. On est déjà face à une lésion qui a montré une capacité à réapparaître malgré un traitement relativement agressif. Et donc, c'est une tumeur qui fait déjà preuve d'une certaine résistance au traitement. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas la guérir, mais les chances d'obtenir une guérison sont moindres, évidemment, qu'à la première intervention, à la première ligne de traitement. Alors, sur les types de récidives, bien sûr, ça dépend de la localisation initiale du chordome. On a les récidives locales, exactement à l'endroit où se trouvait la tumeur. Ces récidives locales, elles sont parfois localisées dans le champ d'irradiation, si le patient a été irradié après la première intervention chirurgicale, mais elles sont assez souvent un petit peu aux limites du champ d'irradiation, là où la tumeur était assez proche d'une structure à risque, par exemple, et où l'irradiation ne pouvait pas forcément couvrir de manière optimum la zone où se trouvait la tumeur précédemment et à proximité de structures à risque. La récidive peut aussi se trouver sur le chemin d'accès à la tumeur lors de la première intervention chirurgicale. C'est quelque chose qu'on craint pendant l'intervention, en particulier au niveau de la base du crâne, puisque au niveau de la base du crâne, on ne peut pas faire d'exérèse en bloc de la tumeur, c'est-à-dire qu'on est obligé de rentrer dans la tumeur pour la morceler et l'enlever. Et donc, des cellules tumorales peuvent éventuellement se développer, se déposer, puis se développer sur le chemin qui a mené à la tumeur. Ce n'est pas forcément un problème qu'on a dans les chordomes du sacrum, puisque dans les chordomes du sacrum, ce qu'on cherche, c'est à obtenir une exérèse en bloc, c'est-à-dire qu'on ne rentre jamais dans la tumeur. Donc, on a moins de risque de déposer des cellules tumorales pendant l'intervention chirurgicale sur le chemin. Donc, on peut avoir des récidives, des progressions sur le chemin qui menait à la tumeur lors de la première intervention chirurgicale. Ensuite, on a ce qu'on appelle les métastases. C'est quelque chose qui peut apparaître dans l'évolution d'un chordome.
c'est généralement, les métastases surviennent généralement assez tardivement. J'ai pas souvenir, en tout cas, c'est assez rare d'avoir des métastases d'emblée au moment du diagnostic du chordome. C'est tout à fait exceptionnel. Après une première intervention, un premier traitement, c'est tout de même rare d'obtenir aussi, de voir apparaître dans les années qui suivent des métastases. C'est plus souvent après une première récidive qu'on peut voir apparaître des métastases. Ce qu'on sait sur les métastases, c'est que c'est pas tellement les métastases qui mettent en jeu le pronostic du patient et parfois qui mettent en jeu la vie du patient. C'est ce qui est le plus difficile, c'est la récidive locale. C'est l'endroit où se trouvait la tumeur au départ. Et si ça récidive, et si ça récidive encore après une première récidive, c'est plutôt ce foyer-là qui peut mettre la vie en danger, plus que les métastases elles-mêmes, qui sont généralement assez bien tolérées. Et est-ce qu'on a une idée du temps où cette récidive peut apparaître après la première tumeur, et ça, quel que soit le type de chordome? Alors, on a bien sûr des statistiques hein, qui nous donnent à partir de grandes séries de patients, de centres où on a analysé beaucoup de patients parce qu'on a été amené à traiter de beaucoup de patients. On a aussi des études qui ont rassemblé les données de différents centres, c'est ce qu'on appelle des méta-analyses, et donc qui nous donnent des chiffres statistiques, qui nous disent, voilà, dans l'ensemble des chordomes, il y a tant de personnes qui sont bien et qui n'ont pas de récidive à 5 ans et à 10 ans. Ces statistiques, c'est utile bien sûr pour la compréhension de la maladie. Ça pose un problème face à une tumeur aussi hétérogène que le chordome, parce que nous, médecins, on a en face de nous un patient et on n'a pas une série de patients et une statistique. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que le délai de la récidive, si récidive il doit y avoir, il est éminemment variable. Il y a effectivement des chordomes qui peuvent récidiver rapidement pour plusieurs raisons, soit parce que le traitement initial, la chirurgie initiale n'a pas pu être complète, parce que la radiothérapie n'a pas pu être optimum, et donc ça augmente le risque effectivement de voir apparaître une récidive. Ça peut être ce traitement suboptimum, ça peut être lié à la tumeur, ça peut être lié à l'intervention chirurgicale, ça peut être lié à la localisation de la tumeur. Il y a des tumeurs qui ne peuvent pas être enlevées totalement, par exemple, parce que le risque est trop important. Et il y a aussi les facteurs qui dépendent de la tumeur elle-même, c'est-à-dire que chaque tumeur a sa biologie propre. Et on peut avoir une petite idée de ça lorsqu'on a enlevé la tumeur et qu'on l'a analysée. En l'analysant, on peut identifier un certain nombre de critères pronostiques qui nous donnent une idée sur le risque de la récidive, sur l'agressivité de la tumeur. On peut analyser certaines données biologiques dans la tumeur, des mutations, des expressions de certaines substances dans la tumeur qui nous disent ah, celle-là, elle a un potentiel plus agressif qu'une autre. Et ça, c'est une indication qui peut nous dire il y a un risque plus important de récidive sur cette tumeur. Donc, le délai peut être de quelques années. Ça peut arriver sur des tumeurs particulièrement agressives d'avoir une récidive 2-3 ans plus tard. Les récidives très précoces, c'est quand même assez rare. Une des caractéristiques du chordome, c'est qu'on peut avoir des récidives à assez long terme. On dit classiquement dans pas mal de tumeurs et de cancers qu'après 5 ans, on peut dire qu'on est assez tranquille, voire crier victoire. Dans le chordome, il faut faire attention parce que c'est une tumeur d'évolution lente parfois et la récidive peut survenir aussi assez tardivement. On a vu des récidives qui survenaient 7, 8, 10 ans plus tard et donc il ne faut pas baisser la garde. C'est une tumeur qui doit être, même si tout va bien, surveillée pendant longtemps avec des IRM régulières
c'est sûr que du point de vue du patient, on le comprend bien, le, le- son souhait le plus cher est de voir cette affaire derrière et puis de reprendre une vie sans se dire, bon, j'ai ce risque. Et il est tentant de dire, avec le temps qui passe, bon, on va espacer les contrôles. Ça fait 6-7 ans maintenant, faisons une IRM dans 3-4 ans. Dans les cordomes, ce n'est pas une très bonne idée parce que la récidive peut survenir dans ces 3-4 ans, un an plus tard. Et s'il se passe 2-3 ans avant qu'on fasse le premier contrôle, on peut se retrouver face à une récidive qui a déjà une taille significative et on a donc peut-être dépassé certaines capacités de traitement qu'on aurait eues si on l'avait détecté plus vite. Donc nous, on a un protocole avec Curie, avec Hamid Mamar, qui est de suivre par des IRM tous les 4 mois pendant 2 ans, puis tous les 6 mois pendant 5 ans, et ensuite tous les ans. Et sans forcément de date ou d'échéance de fin de ce suivi. Après 10 ans, c'est sûr que le risque, bien sûr, diminue avec le temps. Plus les années passent, plus le risque d'avoir une récidive diminue. Mais encore une fois, il faut être vigilant à distance. Alors, merci pour ces précisions qui sont intéressantes. Je vais revenir sur un point que vous avez évoqué concernant les statistiques, tout en disant que finalement chaque patient était unique. Et on a eu beaucoup de questions finalement sur est-ce qu'il y a plus une propension en fonction de l'âge ou homme-femme. Vous avez parlé de la tumeur elle-même et aussi des façons dont elle avait pu, s'il y avait eu exérèse totale ou non. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans les statistiques, vous voyez plus de récidives entre les hommes ou les femmes? Est-ce qu'à partir d'un certain âge, il y a plus de risques? Et, ça, je pense que ça peut aussi être important, et peut-être que la réponse, c'est que vous ne pouvez pas identifier aujourd'hui. Bien sûr. Alors, entre les hommes et les femmes, on n'a pas de différence connue. En tout cas, les études actuelles n'ont pas mis en évidence de différence entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le risque de récidive. Par rapport à l'âge, je dirais d'une manière générale, un âge avancé est un facteur de risque d'évolution négative de la maladie. C'est sûr que l'âge jeune, plus les gens sont jeunes, je dirais, mieux c'est pour le contrôle de la maladie. Il y a plus de risques de récidive avec l'âge qui avance et plus de risques aussi de complications parce que au-delà d'une biologie peut-être un petit peu différente avec l'âge, il y a aussi la fragilité du patient, les antécédents, ces problèmes de santé associés qui peuvent interférer et rendre la gestion de la maladie plus compliquée et donc augmenter les risques. En ce qui concerne les types de chordomes, on sait qu'il y a des chordomes effectivement différents, il y a des chordomes indifférenciés qui sont particulièrement agressifs et ceux-là, on sait qu'il y a un risque de récidive assez précoce. C'est des formes plutôt rares de chordome, mais quand on a un chordome de ce type, on sait que la récidive, le risque de récidive est assez important et peut survenir rapidement. Et en fonction de la localisation initiale, on sait par exemple que les chordomes du sacrum lombosacrés ont une tendance un peu plus importante à la récidive que les chordomes de la base du crâne. Probablement que la biologie de ces deux tumeurs est un tout petit peu différente, mais je dirais qu'il y a un avantage tout de même au chordome du sacrum qui compense un peu ça, c'est que le chordome du sacrum, une exérèse en bloc de la tumeur est possible dans un certain nombre de cas, ce qui n'est pas le cas du chordome de la base du crâne où l'exérèse en bloc n'est pas possible. Et le fait de pouvoir enlever une tumeur en bloc, clairement, ça diminue le risque de récidive. Donc, sur un chordome du sacrum qu'on ne pourrait pas enlever en bloc et qu'on enlèverait en rentrant dans la tumeur, comme on le fait au niveau de la base du crâne, oui, ce chordome-là a plus de risque de récidive qu'un chordome de la base du crâne, je dirais. Et est-ce que ça veut dire que
quand vous opérez un patient, en fonction finalement du résultat, vous pouvez avoir un œil plus vigilant par rapport à un risque de récidive plus élevé. Oui, bien sûr. Si on a obtenu une exérèse complète, on est bien entendu plus serein. Euh, En fonction de l'analyse de la tumeur par les anatomopathologistes, on va avoir un certain nombre d'éléments qui vont nous dire bah là, il faut faire attention parce que la tumeur est un peu plus agressive, elle a un index mitotique, un index de prolifération un peu plus élevé que la moyenne et donc un risque de se développer, de récidiver. Elle a l'expression de certains gènes plus importantes qui traduisent un risque de récidive plus élevé. Oui, ces éléments peuvent nous donner une indication. Quand on a laissé un résidu parce que ce résidu n'était pas accessible ou parce qu'on est passé à côté dans un volume très important, ça peut arriver. Et ben dans ce cas-là, oui, on a plus de crainte de la récidive. La radiothérapie vient après pour consolider le traitement chirurgical, donc peut compenser ça. Mais voilà, le traitement optimum, c'est l'exérèse complète, sans résidus visibles à l'IRM. Ça, c'est l'idéal, suivi d'une radiothérapie efficace. Je vais sauter directement là sur une question qui est relative au point que vous venez d'évoquer. Vous avez parlé de chordome indifférencié. Est-ce que vous pouvez préciser de quoi il s'agit? Alors, les chordomes indifférenciés, ce sont des tumeurs qui, bon, on en perçoit la possibilité avant de les opérer et de les analyser, parce que c'est souvent des tumeurs qui se développent assez rapidement, qui peuvent devenir symptomatiques, voire très symptomatiques. On sent que les symptômes sont un peu galopants et que les gens peuvent s'aggraver assez vite, alors que les chordomes classiques, les symptômes, l'apparition des symptômes est généralement relativement lente. Et si on a la possibilité et je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais c'est un élément aussi qui pour nous est important, si on a la possibilité d'avoir 2 IRM avant l'intervention chirurgicale qui nous permettent de comparer le volume sur les 2 IRM et donc d'évaluer la croissance de la tumeur avant l'intervention chirurgicale, ça c'est aussi un élément important pour nous pour avoir une idée de l'agressivité d'une lésion et donc de son risque de récidive. Élément qui est assez sous-estimé, on a étudié récemment et un de mes collègues a publié là-dessus. C'est un élément assez simple, ça ne fait pas appel à des techniques compliquées de biologie, d'analyse de la tumeur. C'est presque du bon sens, je dirais. Une tumeur qui a mis plusieurs années à pousser, à apparaître, voire parfois beaucoup plus que ça, plus de 10 ans, plus de 15 ans, pour atteindre le volume qu'elle a au moment du diagnostic, eh ben, elle a une biologie plus favorable qu'une tumeur qui a mis 6 mois à apparaître. Et ça, c'est un élément important pour nous. Donc, pour revenir au chordome indifférencié, on perçoit effectivement ces chordomes assez souvent avant de pouvoir analyser la tumeur par leur agressivité en termes d'apparition des symptômes. Et lorsqu'on l'analyse, oui, les anatomopathologistes nous disent, ben voilà, ça c'est un chordome indifférencié, c'est-à-dire que les cellules sont très immatures qui composent ce chordome. Sont très immatures avec une tendance à la prolifération importante. Et ça, oui, ce sont des tumeurs qui se rapprochent vraiment fortement du cancer, de cancer agressif, et qui sont effectivement assez difficiles à contrôler et à traiter. Pas impossible, bien sûr, mais là, le risque de récidive est relativement élevé. Plus élevé. Et je pense qu'il y a une question que finalement toutes les personnes qui sont aujourd'hui connectées se posent, et j'imagine que tout patient du cordome se pose. Finalement, est-ce qu'il y a des signes, des symptômes particuliers qui peuvent m'alerter finalement que j'ai une récidive?
Alors oui, oui, bien sûr. Ça dépend évidemment de la localisation initiale du cordome, hein, mais par exemple, quand un cordome s'est manifesté initialement par une diplopie, par exemple, au niveau de la base du crâne, une vision double, la réapparition d'une diplopie qui se serait améliorée à la suite de l'intervention chirurgicale ou par des traitements orthoptiques, par exemple, la réapparition peut faire craindre effectivement une récidive. Ça, ce sont des symptômes qui doivent alerter qu'il se passe peut-être quelque chose. Maintenant, ces symptômes peuvent être aussi des effets secondaires, par exemple à long terme de la radiothérapie qu'on a été amené à voir. Donc, en tout cas, ça appelle à une certaine vigilance, la réapparition de douleurs au niveau de douleurs crâniennes ou de douleurs cervicales ou de douleurs au niveau lombaire quand il s'agit d'un cordome du sacrum. Tout ça, oui, doit faire éventuellement, en tout cas, doit alerter et pousser à faire des examens rapides et de pas forcément attendre l'échéance du contrôle suivant. Mais effectivement, une récidive peut se détecter par des symptômes. Maintenant, le plus souvent, si la surveillance est bien conduite, la récidive, on la Ouais. détecte avant l'apparition de symptômes. Quand on fait une IRM tous les 4 mois pendant 2 ans, puis tous les 6 mois, puis tous les ans, c'est justement pour ça. C'est pour pouvoir identifier une récidive avant qu'elle ne devienne symptomatique, avant qu'elle ne cause des problèmes importants qui rendraient éventuellement plus difficile son traitement. Donc, la D'où la grande nécessité, majorité des récidives sont détectées effectivement par la surveillance radiologique. d'où l'importance de cette observance, effectivement. Alors, merci pour ces précisions. Maintenant, on va passer au traitement. Et là encore, il y a beaucoup d'intérêt des patients et on a eu un certain nombre de questions autour de ce sujet. Est-ce que en matière de récidive, les solutions qui vont être déployées sont les mêmes que pour une première tumeur et ça également par type de cordome, est-ce qu'il y a une approche générale ou alors qui est plus spécifique à chacun des cordomes? Alors oui, bien sûr, le traitement de la récidive va dépendre d'un certain nombre de facteurs. Euh, la localisation joue beaucoup et on a différentes armes pour traiter la récidive. La première arme, je dirais, c'est la chirurgie. La chirurgie est un traitement qui est assez fréquemment proposé dans la récidive si la localisation de la récidive le permet, si c'est une récidive localisée, s'il y a un foyer et qui semble accessible à la chirurgie, eh bien, la chirurgie est assez fréquemment proposée. Quel type de chirurgie? Ça dépend de l'endroit où la récidive se trouve. Au niveau de la base du crâne, c'est une exérèse de la lésion en la morcelant. On ne peut pas faire d'exérèse en bloc. On n'a pas pu la faire la première fois, on ne peut pas la faire la deuxième. Au niveau du sacrum, il peut arriver, quand la récidive est localisée et qu'une exérèse en bloc a été faite la première fois, qu'on refasse une exérèse en bloc avec probablement un peu moins de chances d'un contrôle définitif, mais tout de même, ça peut s'envisager. Si la récidive est plus diffuse, la chirurgie peut être plus compliquée. On peut parfois ne pas pouvoir enlever la totalité de la récidive. Et là, il faut bien mesurer le bénéfice-risque d'une chirurgie qui serait partielle. Est-ce qu'une chirurgie partielle a vraiment un intérêt en termes de contrôle de la maladie? Ça, c'est pas toujours le cas. Et il faut bien faire attention de ne pas exposer le patient à une intervention chirurgicale qui reste néanmoins lourde et à risque. Donc là, c'est tout l'intérêt des discussions pluridisciplinaires qu'on a avec les radiothérapeutes, avec les oncologues, parce que d'autres alternatives existent. La radiothérapie existe comme un traitement de la récidive. Le problème de la radiothérapie, c'est que si le patient a été irradié une première fois suite à la première intervention chirurgicale, la réirradiation n'est pas toujours possible. Pourquoi? Parce que l'irradiation, c'est une question de dose cumulée. Une fois qu'on a reçu une dose de rayon, on sait que les tissus, les organes critiques qui sont autour du cordome ne peuvent pas recevoir une dose cumulée au-delà d'un certain seuil
parce que au-delà de cette dose, ils en souffrent et parfois ils en souffrent de manière très importante. Donc, une fois que cette dose cumulée a été atteinte, on ne peut pas forcément rajouter une dose sur cet organe critique. Le temps peut faire les choses, c'est-à-dire qu'après un certain délai, un certain temps, qui est souvent de plusieurs années, Hamid Mamar pourra en parler mieux que moi, je pense que ce serait bien qu'il intervienne un peu à un moment donné pour ces questions-là aujourd'hui, s'il est présent. Mais voilà, après 5, 6, 7 ans, 10 ans, plus on est loin de l'irradiation initiale, plus les possibilités de réirradiation augmentent. C'est aussi pour ça que parfois, on n'opère pas forcément pour un contrôle définitif de la maladie, la récidive, mais on l'opère pour gagner du temps, par exemple. On enlève une bonne partie de la tumeur, on sait qu'on ne va pas pouvoir l'enlever complètement, mais on sait aussi qu'elle ne repousse pas forcément très vite et que si on enlève 80% de cette tumeur, on remet un peu les compteurs à zéro, ce qui permettrait peut-être d'avoir le temps suffisant pour permettre une réirradiation dans quelques années. Donc tout ça, c'est des réflexions qu'on a au cas par cas, patient par patient. Les statistiques peuvent nous aider un peu, mais ensuite, il y a une stratégie qu'il faut adapter à chaque situation, à chaque patient. Ensuite, on a les traitements médicamenteux de la récidive. Le problème des traitements médicamenteux, c'est que les chimiothérapies classiques cytotoxiques qu'on utilise dans beaucoup de cancers ne marchent pas bien dans les chordomes. Et donc, on n'a pas beaucoup d'options de traitement médicamenteux. On en a de plus en plus, parce qu'il y a quand même une recherche au niveau mondial qui avance, je dirais, assez vite, parce que d'année en année, on entend parler de nouveaux protocoles, de nouveaux tests, de nouvelles drogues. Et ces drogues sont souvent ce qu'on appelle des thérapies ciblées, c'est-à-dire qu'elles ciblent une anomalie biologique spécifique de telle ou telle tumeur. Pour obtenir une tumeur, pour qu'une cellule se mette un jour à progresser et devenir un peu hors de contrôle, il y a plusieurs types de mécanismes qui peuvent rentrer en jeu pour que cette cellule puisse devenir un peu hors de contrôle. Et chaque tumeur a des mécanismes spécifiques, chaque cellule a des mécanismes spécifiques qui l'amènent à se développer de manière hors de contrôle pour mener à un cancer, par exemple. Et donc, les thérapies qu'on peut être amené à utiliser dans des chordomes, ce sont des thérapies qui sont vraiment ciblées sur le mécanisme de cette tumeur qui lui permet de proliférer. Et donc, ça, ce sont les progrès de la recherche, de la génétique, de la biologie moléculaire, qui permettent, par l'analyse de chaque tumeur, d'identifier un certain nombre de cibles spécifiques de cette tumeur et sur lesquelles peuvent potentiellement agir des traitements spécifiques. C'est ça qu'on appelle les thérapies ciblées. En gros, l'immunothérapie? C'en est un type. En gros, chaque tumeur a une carte d'identité, un passeport moléculaire, un passeport avec des mutations différentes. Et on connaît et on a développé des traitements qui sont spécifiques de telle ou telle mutation. Donc, si on a la mutation, on peut éventuellement bénéficier de ce traitement-là. Et c'est probablement dans cette direction-là que vont se développer les thérapies médicales du traitement du chordome. Contrairement aux chimiothérapies classiques qui, elles, sont un peu des bazookas qui tuent les cellules tumorales, mais pas seulement, aussi les cellules normales du patient avec tous les effets secondaires qui s'accompagnent. Donc, on a de plus en plus de ces thérapies ciblées qui apparaissent sur le marché des médicaments développés par des équipes de recherche ou des laboratoires. Bien sûr, il faut les tester avant pour savoir si elles sont efficaces ou pas, et c'est ça qu'on appelle un protocole, où on est obligé de comparer des patients qui ont ce traitement et des patients qui n'ont pas ce traitement pour voir s'il y a une différence d'efficacité. Pourquoi il faut faire ces protocoles? Parce qu'ils ont aussi des effets secondaires, ces médicaments.
Et donc, on ne peut pas donner ce traitement à un patient sans savoir s'il est efficace ou non, parce qu'on risque de lui coller des effets secondaires parfois très graves, alors que le médicament n'est pas efficace. Et Mais il est clair que l'avenir du traitement du chordome et en particulier de la récidive repose beaucoup sur ces thérapies ciblées, sur l'immunothérapie, c'est un autre mode de traitement. Et donc, la recherche est absolument capitale. Et ces traitements aujourd'hui, ces protocoles sont accessibles en France? Alors, il y en a un certain nombre, pas beaucoup. On aimerait bien sûr que ça vienne plus vite, que les protocoles soient plus facilement accessibles. Mais il y en a, assez peu. C'est notre rôle aussi de médecins qui traitent les chordomes, d'essayer de développer ces protocoles. La difficulté du cordome, et c'est aussi la raison pour laquelle vous organisez ces discussions, c'est que c'est une tumeur rare. Et donc, on n'est pas, vous, patients, n'êtes pas très nombreux par rapport à d'autres pathologies beaucoup plus fréquentes. Et bien sûr, ces recherches, elles nécessitent malheureusement des investissements importants. Et donc, tout ça, il faut se battre et ce n'est pas forcément simple, mais je dirais qu'il y en a de plus en plus quand même. On voit quand même apparaître de plus en plus de protocoles, d'initiatives pour développer des protocoles et tester ces drogues qui ont aussi un problème, c'est qu'elles coûtent souvent Très cher. relativement cher, voire très cher. Donc voilà, c'est un combat qui rassemble plusieurs parties, mais je trouve quand même, depuis 10-15 ans, où je m'intéresse au chordome et où je traite des patients atteints de chordome, je vois quand même qu'apparaît de plus en plus des options médicales possibles, des protocoles. La recherche augmente quand même beaucoup, avec des collaborations internationales, par exemple, qu'il n'y avait pas avant, qui permettent aussi d'augmenter le volume des recherches, le nombre de patients inclus. Tout ça est très important. Et ces protocoles peuvent être mis en œuvre sans attendre une récidive après une première intervention? Pas tellement, sauf si on est vraiment dans une situation d'un chordome qu'on sait, par exemple, très agressif d'emblée. Et là, on n'attend pas forcément la récidive, parce que l'analyse de la tumeur nous a montré qu'il s'agissait, par exemple, d'une forme indifférenciée. Et où là, on a effectivement envie d'engager un traitement médical sans attendre la récidive. Mais généralement, justement parce que aujourd'hui, il n'y a pas d'efficacité absolument prouvée de ces traitements. C'est généralement des traitements qui surviennent en troisième ligne, c'est-à-dire après une réintervention pour la récidive, éventuellement après une réirradiation. Et là, quand il y a à nouveau une récidive, oui, là, on peut être amené à proposer ces traitements, ou quand apparaissent, par exemple, des métastases, où on sait qu'il y a plusieurs foyers, et donc un traitement sur un foyer ne va pas permettre de contrôler la maladie. C'est un traitement général qui va permettre éventuellement de contrôler la maladie. Merci pour ces précisions sur la recherche qui sont, c'est vrai, des voies d'espoir. On a également un certain nombre de questions, et vous avez répondu sur la fréquence de la surveillance et l'importance de l'observance finalement du suivi IRM régulier selon les échéances que vous avez, le timing que vous avez précisé. Mais est-ce que de son côté, pour vous, le patient, euh, il a un moyen de prévenir la récidive? C'est-à-dire que, est-ce que par une hygiène de vie particulière, qu'elle soit sportive, une hygiène de vie nutritionnelle ou autre, ça peut avoir un effet ou pas? Je ne sais pas. En fait, il n'y a pas de données scientifiques sur ça à ce jour. Maintenant, je ne sais pas. Il est probable qu'une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, ce soit mieux que de ne pas faire attention à toutes ces choses-là. Maintenant, je crois que rien n'a été évalué scientifiquement. Mais bon, j'ai connu, alors pas forcément dans le cas des cordeaux, mais
J'ai connu des patients qui étaient très, très attachés à ça, à se donner des chances supplémentaires en faisant attention à leur alimentation, à leur hygiène de vie. Et j'ai parfois eu l'impression que ça pouvait peut-être aider. Donc, la science ne permet pas de répondre à ça. Maintenant, Mais ça fait pas de mal. si j'étais moi-même atteint d'un cordome, il n'est pas impossible que je fasse attention à un certain nombre de choses pour lesquelles on n'a pas encore de données. Mais bon, voilà, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que des mesures qu'on prendrait par rapport à son hygiène de vie, par rapport à son alimentation, des produits qu'on consommerait ou qu'on se serait fait conseiller pour essayer de contrôler la maladie, il faut faire attention qu'ils ne soient pas délétères, c'est tout. Mais ensuite, moi, j'ai toujours tendance à dire aux patients, bah, si ça ne peut pas vous faire de mal, au mieux, ça vous fait du bien. Au pire, ça ne change rien, mais en tout cas, vous vous sentez mieux parce que vous faites attention à vous. Donc ça, globalement, je dirais que c'est à chacun de ressentir les choses. Et Merci pour cette précision et c'est une bonne transition sur un point qui se veut aussi un peu une première conclusion sur cette présentation. C'est finalement l'aspect psychologique qui est lourd pour le patient qui finalement a été dans un premier parcours de soins, chirurgie plus radiothérapie. Finalement, il se pense sorti d'affaire. Et derrière, quand la récidive arrive, est-ce que vous avez une recommandation sur le plan psychologique pour aborder au mieux cette nouvelle phase médicale? euh, c'est difficile. C'est sûr que c'est rude hein, d'apprendre qu'on a une récidive. Hein. On le sent bien, on le voit bien quand ça arrive et qu'on est amené à évoquer ça. Il faut certainement pas baisser les bras, ça c'est sûr, parce que euh, j'ai connu beaucoup de patients qui effectivement avaient des récidives, mais bon, on les opère, on les traite et ça va, et voilà. Ensuite, on ne sait pas ce que sera l'avenir, mais bon, c'est un combat, quoi. Et c'est un combat qu'il faut absolument mener parce que la récidive ne veut pas dire que c'est foutu. Non, absolument pas. Maintenant, oui, c'est une épreuve. Et donc, il faut tenir bon. J'ai tendance à conseiller parfois de faire appel à des soutiens psychologiques, voilà, et ne pas s'enfermer dans ce diagnostic et forcément le garder pour soi, quoi. Donc, une aide et un soutien psychologique, de parler à quelqu'un qui n'est pas forcément un proche, qui est assez neutre, peut aider à faire un travail sur comment continuer à vivre le plus normalement possible tout en ayant cette anxiété, cette angoisse. Bon, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir, qui à mon avis doit être assez difficile à faire seul. Donc il faut, voilà, et il faut être assez, il faut être dans plutôt de bonnes conditions psychologiques hein, pour se battre. Il est clair que l'état d'esprit dans lequel on se trouve, et ça c'est une intime conviction que j'ai depuis toujours, à voir des patients lutter et batailler, oui, j'ai l'intime conviction que l'état psychique dans lequel on est très important. Est très important, c'est évident. Si on laisse filer les choses et qu'on se bat pas, eh ben, ça va moins bien, c'est sûr. Et donc, c'est facile à dire pour moi, bien sûr, mais en tout cas, c'est le ressenti que j'ai des nombreux patients que j'ai été amené à soigner. Je pense que tous les médecins qui ont été amenés à soigner des patients atteints de maladies graves comme ça l'ont ressenti. Et Et on le voit bien, nous, au travers du pôle dialogue patient, où finalement, que ce soit au travers de la récidive ou d'une première annonce, on voit l'importance et les phases finalement de déni, d'acceptation par lesquelles passe le patient et où finalement le dialogue, comme vous disiez, avec quelqu'un qui est peut-être moins proche et qui a une partie émotionnelle moins forte, cette partie est importante. Et
C'est on pour le ça voit qu'il ne faut pas fortement. être, il faut pas être seul, il faut essayer, et votre groupe et votre association est, est super pour ça, hein, c'est que ça permet d'échanger des expériences, de ne pas se sentir totalement isolé face à des nouvelles qui ne sont pas forcément bonnes et de garder l'envie de se battre, quoi. Oui. Et donc, voilà, c'est. Mais bon, la récidive est quelque chose, effectivement, qui survient, je dirais pas fréquemment, mais bon, ça arrive. C'est quelque chose qui parfois est attendu. C'est quelque chose pour lequel on a des armes pour lutter contre. La récidive ne veut pas dire qu'on ne peut plus jamais être guéri, non. Il y a toujours une chance de guérison. Elle est moindre que la première fois, c'est clair, mais elle existe. Et donc voilà, ensuite, il y a des choses qui sont dépendantes de la tumeur elle-même et il y a des choses qui sont dépendantes du patient. Et puis, bien sûr, de la stratégie utilisée pour lutter contre ça. Bah, quand vous avez plusieurs fois parlé de carte d'identité de la tumeur, les informations qui sont, je veux dire, révélées après les analyses, j'ai une question un peu de déontologie médicale. Est-ce que finalement, quand vous recevez, alors vous, pas Sébastien Fröhlich personnellement, mais est-ce qu'un médecin finalement qui reçoit les analyses et qui voit un risque, éventuellement vous avez parlé de tumeurs qui étaient plus agressives et donc un risque plus élevé de récidive, est-ce que finalement le médecin doit informer le patient à ce moment-là? Ah, vous avez le droit à un joker éventuellement, hein. Sur une question, ça peut être celle-là si vous le souhaitez. Je crois que oui, oui, je crois que le médecin doit informer le patient, ouais. Je pense, enfin, je ne comprends pas bien pourquoi il ne le ferait pas. C'est pas le médecin qui est concerné par le problème, c'est le patient avant tout. Donc, des décisions doivent être prises et il vaut mieux être informé au mieux pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc oui, maintenant, ce n'est pas forcément simple à annoncer. Il y a des choses difficiles à dire et elles sont difficiles à dire aussi pour le médecin parfois, hein. C'est pas simple. Mais bon, il faut essayer par un dialogue le plus ouvert possible que le patient ait quand même la perception de la situation de manière à pouvoir prendre des décisions, à accepter ou pas tel ou tel traitement, telle ou telle option. Mais bon, c'est un dialogue et comme tout dialogue, il n'est pas forcément écrit à l'avance. Mmh. Mais je pense quand même, oui, qu'il faut informer. Il y a enfin, ça paraît être un devoir. Il y a différentes manières d'informer. C'est pas forcément une information délivrée de manière brute. Oui, Froide, elle peut être, voilà, elle est digérée aussi par le médecin et puis elle est délivrée ensuite au patient comme il pense pouvoir et devoir le faire. Ensuite, vous aussi, bien sûr, vous participez à ça, hein, à cette information. Et voilà, l'ensemble permet, je pense, de faire face à la situation de manière ensemble, quoi. Enfin, en tout cas, de manière avec une base d'information commune. mmh, entendu. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je propose, il y avait une ou deux questions et vous avez fait allusion sur la partie radiothérapie. Je crois que le docteur Mamard est parmi nous. Docteur Mamard? Je suis là, bonjour. Oui. Bonjour docteur, et en fait par rapport à la radiothérapie, donc on avait une question, excusez-moi que j'ai perdu. Oui, c'était que faire si la protonthérapie n'a pas fait disparaître la tumeur sacrée. Et puis on a une question
différence entre protonthérapie et radiothérapie là, qui est tombée là il y a quelques minutes. La différence entre les protons et la radiothérapie classique, la radiothérapie classique, c'est rayons X qu'on appelle les photons. En fait, la particularité des protons, c'est que c'est des particules chargées. Elles ont une masse, contrairement aux photons qui sont une quantité d'énergie. C'est comme la lumière. Les photons, on ne les voit pas parce que leur longueur d'onde par rapport à la lumière, elle est plus faible. Donc, elle ne se voit pas. C'est pour ça qu'au début, on les a appelés rayons X et on ne savait pas ce que c'était. Donc, X. Contrairement, les protons, ils ont une masse. Donc, les photons, on ne peut pas les accélérer. On accélère des électrons pour générer des photons. Mais quand on génère des photons, comme ils n'ont pas de poids, donc ils vont dans tous les sens. Donc, quand on les délivre chez un patient, on essaie de les collimater avec ce qu'on appelle des collimateurs pour donner une forme au faisceau. Contrairement aux protons, les protons, on les accélère et on peut générer des photons ou des neutrons à partir des protons. Mais quand on traite avec les protons, donc c'est cette particule qui est accélérée jusqu'à une vitesse très très élevée. En fonction de la profondeur où on traite, on choisit l'énergie. Et donc l'énergie est déterminée. Et comme ça, et aujourd'hui, avant, on utilisait comme pour les photons des collimateurs. Donc pour les collimater le faisceau qui générait d'autres particules et donc ça augmentait la dose autour des volumes cibles. Aujourd'hui, donc, c'est de façon magnétique, c'est des bobines électromagnétiques qui façonnent le faisceau sans le toucher. Et donc, on réduit la dose encore plus qu'avant. Et tout l'intérêt des protons, c'est de réduire la dose aux structures critiques qu'il y a tout autour. Et comme ces corps d'hommes, là, c'est des tumeurs très, très radiorésistantes et qui nécessitent des doses importantes. Donc, l'apport des protons, c'est de réduire la dose à ces structures ou tissus sains qui sont autour. Parce que si on le fait avec les photons, comme c'est des doses déjà importantes pour la lésion, eh bien, la dose qu'on délivre au tissu sain, elle est encore plus importante. Et est-ce qu'il y a de la recherche qui évolue sur la protonthérapie dans le traitement du cordome? Oui. En fait, il y a beaucoup de recherches, d'ailleurs chez nous, qu'on développe beaucoup. On est même à l'origine de ces recherches. Pas spécialement pour les corps d'hommes, mais pour toutes les tumeurs solides. Tumeurs solides, ça veut dire contrairement aux tumeurs hématologiques. Et c'est toute la difficulté de ces tumeurs solides par rapport à ces tumeurs entre guillemets liquides ou hématologiques, c'est que le modèle est très très différent. Plus la tumeur est volumineuse et plus elle est hétérogène et plus elle va se conduire, chaque groupe cellulaire dans la même masse tumorale va évoluer différemment. Et c'est tout ça dont te parlait tout à l'heure Sébastien, la difficulté pourquoi une tumeur va réagir différemment à la chimio, à la thérapie ciblée ou au rayon. Et en fait, il n'y a pas de radiorésistance, c'est juste que dans une lésion, les cellules tumorales, elles ont des âges différents et donc elles vont répondre différemment. Et pour parler de la carte d'identité de la tumeur, elle n'est pas figée. C'est ça le problème des tumeurs solides. Elle n'est pas figée, elle va évoluer cette carte d'identité. Elle va évoluer naturellement avec le temps, mais en plus, elle va évoluer chaque fois qu'elle reçoit un traitement, que ce soit par radiothérapie, par chimio ou par thérapie ciblée. Donc, c'est toujours une course en avant. Pour revenir aux protons, il y a beaucoup d'études sur les protons. Il y a des mini-beams, il y a des mini-faisceaux. Ça veut dire que c'est des protons, au lieu de donner des protons, le faisceau en lui-même est divisé en mini-faisceaux, micro-faisceaux de l'ordre du micron. Donc, c'est des milliers de micro-faisceaux toujours pour réduire cette toxicité. Quand vous donnez d'un micro-faisceau par rapport à un gros faisceau, et ben le tissu le perçoit mieux et les effets secondaires sont moindres. Sur les tissus sains, je parle. Par contre, sur la lésion, c'est pareil. En fait, c'est comme si les tissus sains ne voyaient pas les faisceaux. Et ça a été déjà démontré sur les animaux.
il y a moins de toxicité. Il y a le haut débit. Aujourd'hui, quand on fait une séance de radiothérapie, elle va durer 1 minute, 2 minutes, et on donne à peu près le Gray, là, tout le monde connaît le Gray, hein, pour les patients. Donc, c'est la dose distribuée ou déposée dans le volume cible. Aujourd'hui, il nous faut 2 minutes pour une séance de traitement. Ce haut débit, on va donner au moins 30 fois, voire 40 fois plus en 2 secondes. C'est ce qu'on appelle la radiothérapie de haut débit. Et la particularité de cette technique, alors je parle chez les animaux toujours, hein, c'est que ça, au niveau de la cellule, au niveau de la tumeur, on a toujours le même contrôle. Et au niveau des tissus sains, on a moins de toxicité. Et si on pense comme ça veut dire qu'on peut augmenter les doses sans augmenter la toxicité au niveau des tissus sains. En fait, nous, en fait, le seul, c'est pour ça que le traitement, je vais raccourcir, hein, en fait, le seul traitement premier des tumeurs solides, c'est la chirurgie. En fait, Sébastien, il s'en fout de ce qui se passe à l'intérieur de la tumeur et autour. Il va essayer de tout enlever. Après, s'il enlève tout, et qu'il n'y a ni microcellules, ni rien, il n'y a plus d'hétérogénéité tumorale, il n'y a plus de plasticité tumorale, d'où l'importance de cette première chirurgie, qu'elle soit complète, comme on dit, et qu'elle soit fonctionnelle. Alors, ce n'est pas toujours facile, mais quand c'est des gens qui connaissent le problème, ils connaissent aussi leurs limites, donc ils font au mieux. Donc voilà. Merci, docteur Mamard. C'est intéressant. Je pense qu'on aura probablement l'occasion peut-être de développer une session spécifique sur le traitement via la radiothérapie au sens large. Il y a une question pour le professeur Fröhlich. C'est finalement, en cas de récidive, est-ce que l'état du patient peut empêcher la mise en place d'un traitement? Je dirais que oui, ça peut arriver. Bon, la localisation elle-même de la récidive son type peut empêcher une intervention chirurgicale. Il y a certaines récidives qui ne peuvent pas être opérées parce que la récidive est trop extensive ou va dans des zones où c'est trop dangereux d'opérer, ou en tout cas les séquelles qui pourraient se produire si on tentait de l'enlever ne sont pas acceptables. Ensuite, il y a l'état général du patient. S'il est trop fragile, la chirurgie est difficile. Pour la protonthérapie, il y a certaines situations qui la rendent difficile, comme par exemple la fixation par du métal pour stabiliser la charnière entre la tête et la colonne cervicale. Ça peut gêner la protonthérapie, par exemple. Et donc, les radiothérapeutes ont recours à des techniques qui sont peut-être un peu suboptimum, mais qui permettent de contourner cet obstacle-là. C'est aussi pour ça qu'on essaye, nous, dans chirurgie, quand on opère, dans la charnière crânio-cervicale, par exemple, mais ailleurs aussi, d'éviter de mettre du métal dans des zones où ça gênerait la planification de la radiothérapie. Est-ce qu'il y a des contre-indications à certaines thérapies ciblées qui sont liées à l'état de santé du patient? Je suppose que oui. Ça dépend bien sûr de la thérapie ciblée en question. Donc oui, il y a des éléments qui peuvent gêner ou contre-indiquer certaines approches. Certains traitements, oui. Et peut-être une dernière question pour qu'on respecte le timing. Finalement, on voit au travers des discussions avec les patients, et là ça ressort aussi dans une question qui est posée, finalement, de la difficulté du diagnostic qui parfois peut arriver tardivement parce que tumeur méconnue et donc quelqu'un qui n'est pas forcément près d'un centre d'expertise ou d'un grand hôpital. Est-ce que dans ces cas-là, le traitement de la récidive va être plus compliqué pour quelqu'un qui est en province et qui n'a pas cette proximité avec les experts?
Oui, c'est sûr que c'est une pathologie qui est rare. La chirurgie fait appel à des techniques complexes. La radiothérapie fait appel à des techniques complexes parce que ça nécessite des doses élevées d'irradiation. Et donc, les seules techniques qui permettent de délivrer des doses aussi élevées de manière assez safe, c'est-à-dire sans risquer d'abîmer les tissus avoisinants, c'est la protonthérapie, par exemple. Et donc, tout ça, oui, si on n'y a pas forcément accès, ce n'est pas l'idéal. C'est mieux d'être traité par des gens qui ont l'expérience de ce type de tumeur et des techniques pour opérer que l'inverse. Ça, c'est évident. C'est vrai pour la tumeur initiale. C'est très vrai pour la tumeur initiale parce qu'encore une fois, vous l'avez dit et on l'a dit à plusieurs reprises, l'intervention chirurgicale initiale est très importante. C'est-à-dire que c'est là où on a probablement le plus de chances de contrôler la maladie de manière définitive ou sur un temps long par l'exérèse complète de la tumeur. Cette exérèse complète de la tumeur, elle n'est pas forcément simple, mais en tout cas, elle fait appel à l'expérience. Mais c'est comme toute chose, hein. Donc, il y a des centres en France qui connaissent ces techniques et qui sont capables de faire ce type de traitement. Des centres de protonthérapie, il y en a plusieurs maintenant, en sachant que l'expertise de Curie et de Hamid Mamar et de ses collègues reste néanmoins importante parce que la radiothérapie, ce n'est pas seulement appuyer sur un bouton et suivre un manuel, hein, c'est avoir une connaissance de la maladie, de la tumeur, de l'analyse des images. Et ça, cette expertise-là, bien sûr, l'équipe de radiothérapie d'Orsay l'a depuis très longtemps. Donc, tout ça a bien sûr une importance. Je me permets juste de répondre à une question parce que je vois défiler un peu les questions. Allez-y. Bon, moi, je ne suis pas particulièrement pressé, mais je comprends que sur le Gamma Knife, oui, c'est une option dans certains cas. C'est des choses qu'on discute avec les radiothérapeutes de l'équipe de protonthérapie. Mais quand la protonthérapie n'est pas possible parce que la réirradiation serait dangereuse et qu'on a un petit volume tout à fait bien limité dans une zone à distance de structure à risque, oui, on peut avoir recours, et on a eu recours dans certains cas à de la radiochirurgie, c'est-à-dire de la dose unique de rayons, comme le Gamma Knife. Il y a d'autres modalités de radiochirurgie, le Cyber Knife, le Gamma Knife. Et tout ça, c'est des stratégies qui se discutent effectivement en pluridisciplinaire. Mais c'est parfois possible. Ouais. Alors peut-être une dernière question. On avait une question sur l'hérédité. Donc on sait que c'est pas héréditaire en tant que tel, mais on avait, alors que ça devait être une question qui concernait probablement une jeune maman, est-ce que pendant la grossesse, il peut y avoir un risque de transmission à l'enfant? Je n'ai jamais entendu de choses à ce sujet. Non, je ne crois pas. Non, ça ne me paraît pas possible. Et donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Concernant l'hérédité, il y a quelques familles dans le monde où plusieurs membres de la famille sont atteints de cordon. Ah oui. C'est tout à fait exceptionnel. Elle se compte sur les doigts d'une main. C'est très, très exceptionnel. Donc là aussi, il n'y a pas de crainte à avoir sur le risque que ces enfants puissent avoir eux aussi un cordon. Non, c'est absolument exceptionnel. Bah écoutez, merci beaucoup et voici le temps de conclure donc cette première session des matinales de la VAC. Et en premier lieu et en votre nom à tous, je voudrais remercier le professeur Fröhlich. Donc un grand merci, professeur, déjà pour votre temps. C'est le samedi matin et c'est sur votre temps personnel. Également pour la qualité, la précision des réponses que vous nous avez apportées. Et je pense que ça permet de mieux comprendre le sujet complexe qu'est la récidive.
Donc un grand merci à vous. Je voudrais aussi remercier tous les participants. On est 58, on a été jusqu'à 60. Il y avait plus de 60 inscrits, je dis plus de 100 questions posées. Donc ça montre combien finalement l'événement, les matinales de l'AVAC peut répondre à un besoin de dialogue entre et avec les patients autour d'un expert. Et finalement, votre présence et le nombre de questions, c'est un engagement fort que vous donnez aux membres du bureau pour continuer avec d'autres sessions. Notre projet, c'est de lancer au moins une session par trimestre. Et à l'issue de cette session d'aujourd'hui, vous allez recevoir un mail avec un questionnaire en ligne. Et votre avis est important pour nous, puisqu'il va permettre éventuellement d'adapter le format et également d'intégrer les sujets que vous souhaiteriez que nous traitions dans les prochaines sessions. Et n'hésitez pas, comme vous pouvez l'imaginer, ça demande un travail assez conséquent pour le bureau pour organiser une telle session, tant sur l'aspect technique et qu'après l'organisation de la réunion avec toutes les questions sur le fond. Et si vous êtes volontaire pour vous engager à côté de nous dans l'organisation, n'hésitez pas également à nous le faire savoir dans le questionnaire. Ça va vous prendre 2 minutes, c'est vraiment très rapide. En dernier lieu, je voudrais, et avant de remercier le bureau, je voudrais remercier également l'Alliance des maladies rares qui nous permet, par son support technique, de tenir cette réunion via Zoom. Et ils ont été extrêmement réactifs. Et je voudrais en dernier lieu remercier les membres du bureau pour l'engagement qui a été le vôtre et le nôtre sur tout ce projet, pour faire que l'idée des matinales de l'AVAC avance. Maintenant, c'est une réalité et il y en aura d'autres à venir. Donc, un grand merci à vous tous. Et professeur, je vous propose d'avoir le mot de la fin. Et ça va être finalement une tradition qu'on va instituer en demandant le dernier mot, en donnant le dernier mot à notre invité expert. Bah, écoutez, merci beaucoup pour avoir organisé cette session. On en parlait hier. Pour moi, et je pense que pour Hamid, c'est pareil. C'est particulièrement enrichissant d'avoir ce type d'échange, de voir les questions qui sont posées, auxquelles on n'est pas forcément toujours sensible. Mais là, ça nous permet de bien voir voilà, les interrogations des patients pour essayer d'y répondre au mieux à l'avenir. Donc, pour nous, c'est très intéressant et très riche. Voilà, le sujet de la récidive est un sujet compliqué, mais il ne faut surtout pas baisser les bras. Voilà, il faut se battre et nous, on essaye de se battre avec vous. Donc, merci pour cet échange. Merci à vous et donc bon week-end à tous et merci pour ces messages d'espoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.